Dans cette capsule de cours, on va vous parler des caractéristiques et des propriétés liées aux ondes mécaniques progressives. Ondes mécaniques à l'opposé des ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces ondes mécaniques? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y en a plein autour de nous, les petites vaguelettes qui se forment à la surface de l'eau, le bruit, le son. Et toutes ces ondes, elles ont des propriétés qui sont communes. Il leur faut un milieu matériel pour se propager. Une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide, ce qui n'est pas le cas pour les ondes électromagnétiques. Ici, c'est une propagation à la surface de l'eau. Ici, c'est une propagation au niveau des cordes, et bien sûr une propagation du son au niveau de l'air qui se trouve autour. Cette progression de l'onde se fait sans déplacement de matière. C'est-à-dire que l'eau ne se déplace pas. Il y a une déformation de l'eau qui se déplace, qui se propage, mais l'eau elle-même ne se déplace pas. Donc ce qui se propage, c'est bien une perturbation du milieu. Il faut se poser la question des dimensions. On peut avoir des ondes qui se déplacent sur une dimension, sur deux dimensions ou sur trois dimensions. Les vibrations le long de la corde ici se déplacent sur une dimension. Les petites vaguelettes ici se déplacent à la surface de l'eau sur deux dimensions. Et puis enfin, le son produit par cette guitare se déplace dans l'air en trois dimensions. Une question qu'il faut se poser aussi, et à laquelle il faut savoir répondre, est-ce que la perturbation est transversale ou longitudinale? Est-ce que l'onde est transversale ou longitudinale? Alors dans cette animation, dans cette vidéo, on va voir une onde longitudinale et une onde transversale. Il s'agit de déformations qu'on va appliquer sur des ressorts, et ces déformations vont se propager sur l'axe des ressorts vers la droite. Pour obtenir une déformation transversale, on va donner un petit coup latéral au ressort, et cette déformation latérale va se propager. Alors pourquoi c'est une onde transversale? Parce que la propagation s'effectue dans ce sens horizontal, et la déformation, elle, se fait perpendiculairement. Dans l'autre situation, pour obtenir une onde longitudinale, on va comprimer légèrement le ressort à cet endroit-là, et cette compression, cette zone de compression va se propager. La zone de compression, la déformation se fait dans le même axe que la propagation, il s'agit d'une onde longitudinale. Donc voilà ce que ça donne. Et donc les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Ici, on a modélisé la membrane d'un haut-parleur qui va se mettre en mouvement, qui va vibrer, et qui va donc provoquer des zones de compression et des zones de dépression. Et c'est ces zones de compression ou de dépression qui vont se propager. Donc là, on a représenté quelque chose qui est un modèle des molécules de l'air. Et lorsqu'on envoie donc cette zone de compression, on voit bien qu'elle se propage. Donc lorsqu'on a une vibration sinusoïdale, on a cette zone ici, ces zones qui se propagent. C'est ça le son. Et c'est bien une onde longitudinale. La vitesse de propagation, notée petit c, c'est la vitesse avec laquelle la déformation va se propager dans le milieu. Alors il y a une différence entre une vitesse de propagation et une vitesse telle qu'on la conçoit d'habitude. Lorsqu'on dit par exemple, ce véhicule a une vitesse de 10 km/h, il y a un déplacement de matière. Mais lorsqu'une onde se propage, il n'y a pas de déplacement de matière. Ce qui fait qu'on a deux grandeurs qui s'appellent de la même façon vitesse, mais qui ne représentent pas la même chose. Et cette vitesse de propagation, on peut aussi l'appeler la célérité. Et donc lorsqu'on parle de vitesse de propagation, très souvent, on note cette vitesse de propagation petit c et non pas petit v. Ici par exemple, c'est une déformation qui se propage le long d'une cordelette, et on nous demande d'estimer la vitesse de propagation. Vous pouvez vous mettre sur pause pour traiter cet exercice. Alors comment déterminer la vitesse de propagation? On peut regarder par exemple qu'entre la première diapo et la dernière diapo, l'onde s'est propagée de cette distance-là, qui représente à peu près 35 cm sur cette règle de 1 mètre, dans un temps qui est d'à peu près 0,46 secondes, ce qui nous fait une vitesse de 0,8 mètres par seconde. On parle aussi de retard entre deux points. Ici donc on a un milieu de propagation sur lequel on a repéré deux points, le point M1 et puis le point M2. Et cette onde se propage le long de ce milieu de propagation. Et l'onde donc va rencontrer d'abord le point M1, puis le point M2. Ce qu'on appelle le retard,
c'est l'intervalle de temps qui est nécessaire à l'onde pour passer de M1 à M2. Alors ici, eh bien, est-ce qu'on est capable de déterminer le retard de cette onde entre les points M1 et M2? Bah oui, c'est relativement facile. On passe en M1 à la date 0,25 secondes, on arrive en M2 à la date 0,47 secondes, donc il s'est écoulé, eh bien, la différence entre 0,47 et 0,25, 0,22 secondes. On aurait pu aussi calculer ce retard en s'appuyant sur la distance M1, M2 et sur la vitesse de propagation. Puisque ce retard, c'est la distance parcourue que divise la vitesse de propagation. Donc ici, c'est à peu près 0,2 mètres, que divise 0,8 et on obtient 0,25 secondes. Des résultats qui sont comparables. Alors là, on a précédemment, ce qu'on vient de voir, c'est une onde unique, c'est-à-dire qu'il y a une déformation qui se propage le long du milieu. Maintenant, si on envoie cette perturbation et si on la renouvelle à intervalles de temps réguliers, on va se retrouver dans le milieu avec toute une série de perturbations qui vont se déplacer. Et si ces perturbations se déplacent à intervalles de temps réguliers, on a ce qu'on appelle des ondes périodiques. Ondes périodiques, donc la perturbation de milieu se répète à l'identique et à intervalles de temps réguliers. Par exemple, sur cet enregistrement qu'on a sur Audacity, on a enregistré un son. Et on cherche, eh bien, la périodicité de ce signal. Eh bien, on a identifié ici le motif qui va se répéter à intervalles de temps réguliers. Et la durée de ce motif, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, eh bien, on peut représenter ce motif et bien vérifier qu'il se superpose au reste de l'enregistrement. Donc la période, c'est la durée d'un motif, ou l'intervalle de temps entre deux motifs successifs. Que vaut ici la période? La période, elle vaut la différence entre la date qu'on a pour ce point-là et la date qu'on a pour ce point-là. Alors ça fait quoi? 0,883 moins 0,875, ça fait à peu près 8 10 puissance moins 3 secondes, à peu près 8 millisecondes. On vous demande de proposer une méthode pour gagner en précision. On vous laisse réfléchir. Et la méthode pour gagner en précision, c'est dans ce genre de situation, de ne pas mesurer simplement une seule période, mais de mesurer, ici on aurait pu le faire sur 2, 3, 4 périodes. Donc quand on a la possibilité, plutôt que de mesurer une période, on va en mesurer plusieurs. Audacity est une application qui permet de faire très facilement une acquisition de son et de regarder à quoi ce son correspond. Donc pour avoir une acquisition de son, c'est simple, il suffit d'appuyer sur la touche d'enregistrement et d'envoyer un son, par exemple un sifflement, et puis de regarder à quoi ce son correspond. Alors là, on a une petite amplitude, le micro est pas bien adapté, mais c'est relativement simple sur Audacity de retrouver un signal bien lisible en venant dans Effets, Amplification, OK. Donc voilà le signal qui correspond à mon sifflement. Ce qu'on observe là, l'allure de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du signal. Alors maintenant, on va rentrer plus précisément dans ce signal sonore en zoomant et en regardant à quoi ça correspond. Et alors lorsqu'on zoome dessus, on s'aperçoit que j'ai un sifflement qui est à peu près régulier, on a quelque chose qui est presque sinusoïdal. Ça, c'est ce qu'on appelle un son pur. Si on voulait mesurer la période de ce signal, il faudrait aller chercher, sélectionner une période, et on mesure ici sa valeur, sa durée. Mais comme on vient de le dire, plutôt que de sélectionner une seule période, on va en sélectionner par exemple 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc pour gagner en précision, on va choisir de mesurer 10 périodes au lieu d'une seule. Donc maintenant on va enregistrer un son qui n'est pas un son pur, par exemple un chant. Là, on va regarder à quoi il ressemble. On va zoomer. Et cette fois-ci, on voit que le motif, car il existe un motif, ce motif n'est plus du tout sinusoïdal. On a là ce qu'on appelle un son complexe,
Eh bien, pour déterminer la période, il faut aller chercher la durée du motif. Donc ici, on a une période, mais encore une fois, ce serait mieux d'en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, sélectionnons 10 motifs pour mesurer 10 périodes. On aborde maintenant une des propriétés de ces ondes mécaniques périodiques qu'on appelle la double périodicité. Une périodicité dans l'espace, qu'on va appeler la périodicité spatiale, et une périodicité dans le temps, qu'on appellera une périodicité temporelle. En dessous, on a modélisé une houle, des vagues qui se propagent à la surface de l'eau. Et on a pris une photographie du milieu de propagation, de la surface de la mer, à un instant donné. C'est un instantané. Le temps ne s'écoule pas, c'est bien une photographie. Eh bien, on observe une périodicité dans l'espace. Effectivement, on a une crête qui apparaît à intervalles d'espace réguliers. Eh bien, cette périodicité dans l'espace est représentée par ce qu'on appelle la longueur d'onde, qui est la distance ici entre les deux crêtes, qui est notée lambda et qui s'exprime en mètres. Par exemple, ici, eh bien, la longueur d'onde vaut 20 mètres. Si on prend deux points de l'espace qui sont séparés par une distance qui correspond à une longueur d'onde ou à un multiple de longueur d'onde, on voit que ces deux points de l'espace vont vibrer en phase. On va regarder ça sur l'animation qui suit. Donc on a ici notre modèle. C'est censé représenter la houle qui se déplace à la surface de l'eau. Et lorsqu'on prend deux fentes qui sont séparées d'une même longueur d'onde, eh bien on s'aperçoit que les deux points qui sont séparés par cette longueur d'onde vibrent en phase. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui est à son maximum, l'autre est aussi à son maximum. Si on avait pris une distance égale à lambda sur 2, cette fois-ci on est dans ce qu'on appelle une opposition de phase. Un point est à son maximum alors que l'autre est à son minimum. Alors maintenant on va s'intéresser à ce qu'on appelle la périodicité temporelle. Donc c'est plus un instantané. On va suivre l'évolution du milieu. Et plus précisément, on va suivre l'évolution d'un point du milieu. Par exemple, imaginons qu'on mette un bouchon de canne à pêche à la surface de l'eau. Et ce bouchon de canne à pêche à la surface de l'eau, lorsque la houle va passer, va monter et descendre. Et on suit ici l'évolution de la montée et de la descente de ce bouchon. On s'aperçoit qu'il y a à nouveau une périodicité. Mais cette fois-ci, c'est une périodicité dans le temps. Une périodicité temporelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la période. Donc on enregistre les variations de la position du bouchon au cours du temps. Et on retrouve une périodicité, cette fois-ci dans le temps. Cette périodicité s'appelle la période. Eh bien, la périodicité dans l'espace, la longueur d'onde, et la périodicité dans le temps, la période, permettent de retrouver la vitesse de propagation du signal. La vitesse de propagation est égale à lambda sur t. Un cas particulier d'ondes périodiques sont les ondes sinusoïdales. Juste un tout petit peu de maths pour vous rappeler qu'une fonction sinusoïdale, ça s'écrit de la façon suivante. C'est une amplitude que multiplie le cosinus de 2π fois la fréquence fois t, qu'on peut aussi écrire sous la forme 2π fois t que divise la période, puisque fréquence et période sont l'inverse l'un de l'autre, plus une grandeur qui s'appelle la phase. Et ça nous permet à ce moment-là d'obtenir un signal qui est parfaitement sinusoïdal. On aurait pu, à la place de la fonction cosinus, utiliser une fonction sinus. Ça ne change que la phase. Bien entendu, on peut imaginer plein d'activités expérimentales pour mesurer des vitesses de propagation, par exemple avec un oscilloscope, par exemple avec une cuve à ondes, par exemple avec Audacity, un micro. En parlant d'oscilloscope, quelques informations sur cet oscilloscope. Un oscilloscope, ça affiche l'évolution d'une tension ou de deux tensions au cours du temps. Donc au cours du temps, ça veut dire que sur l'axe des abscisses, on a le temps qui est exprimé en nombre de divisions.
Et puis sur l'axe des ordonnées, on a des tensions, et c'est aussi exprimé en division. Pour mesurer sur un oscilloscope une période, on va donc chercher la durée qui correspond à une oscillation. Comment lire un oscillogramme? Par exemple, l'oscillogramme qui se trouve ici. Il y a 3 boutons qui nous intéressent. Le bouton qui correspond au balayage horizontal, qui nous donne la vitesse de défilement de l'écran, et qui donne une relation entre une division et son expression en temps. Par exemple ici, eh bien, une division, c'est 0.2, donc 0,2 millisecondes. Et la sensibilité verticale, donc la sensibilité sur l'axe vertical, qui nous dit que ici, une division, c'est égal à 2 volts. On a 2 volts par division. Comment est-ce qu'on va lire un oscillogramme? Eh bien, on va par exemple mesurer ici une période qui vaut 5 divisions, 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Donc là, on a 5 divisions, ça correspond à la période. Eh bien, puisque une division c'est 2 millisecondes, la période elle vaut ici 10 millisecondes. Sur les tensions, dans l'enregistrement précédent, j'avais la tension Umax qui vaut à peu près ici 3 divisions. Eh bien, 3 divisions à 2 volts par division, ça fait du 6 volts. Alors bien sûr, une fois qu'on a la période, on pourra toujours en déduire la fréquence, parce que vous vous souvenez que fréquence et période sont l'inverse l'une de l'autre. Donc si on a 10 puissance moins 5 secondes pour la période, on a 10 puissance 5 Hz pour la fréquence. Alors maintenant on va parler un petit peu plus précisément des ondes sonores. Et ici on a un signal qui est un signal sinusoïdal, quasiment le même que celui que j'avais obtenu tout à l'heure en sifflant. On l'a obtenu avec un appareil qui s'appelle un diapason. Eh bien lorsqu'on va faire l'analyse spectrale de cet enregistrement, on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a ici une amplitude en ordonnée, et en abscisse on a toute une échelle de fréquences. Et on a une bande qui correspond à une fréquence unique. On va regarder ça sur Audacity. Alors on a ici un son qui est sinusoïdal, un son qui est pur, et on va faire son analyse spectrale. Donc pour faire son analyse spectrale, on va sélectionner une partie de ce son. Voilà. Et puis on vient dans Analyse. Et dans Analyse, on va demander tracer le spectre. On obtient alors ici un spectre avec un pic qui se trouve là, qui n'est pas tellement précis. Alors pour gagner en précision, on peut demander l'augmentation de la taille de l'échantillonnage. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus précis. Et là, je tombe sur le pic, et voyez que ici s'affiche la fréquence correspondante. Eh bien ici, c'est un son pur, et la fréquence du pic correspondant, c'est 446 Hz. Donc un son pur, le signal est sinusoïdal, et l'analyse fréquentielle, l'analyse spectrale nous donne un seul pic. Ce pic nous permet de définir ce qu'on appelle la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est sa fréquence. Donc ici, on a un son qui est relativement grave, avec une fréquence qui est basse, et lorsqu'on augmente la fréquence, on a un son qui est plus aigu. Donc la hauteur d'un son pur, c'est la fréquence correspondant à son pic. Alors à cette hauteur correspondent des notes de musique. Par exemple, le 440 Hz qu'on a trouvé tout à l'heure correspond à un La qui se trouve ici, qui appartient à la 3e octave. Mais il n'y a pas que des sons purs. Évidemment, il y a aussi des sons qu'on appelle des sons composés, des sons harmoniques. Cette fois-ci, le signal n'est plus sinusoïdal. Le motif définit ce qu'on appelle le timbre. Donc tout à l'heure, on avait un signal qui était purement sinusoïdal. Ici, on a des signaux différents qui définissent des timbres différents. En réalité, ici, on a enregistré 2 instruments de musique, une guitare, une trompette, qui jouent la même note, donc le son avec la même hauteur. Pourtant, ça donne des résultats qui sont très différents. C'est la durée du motif qui va permettre de trouver la fréquence du son. Alors, on vous demande d'estimer la fréquence du son qui est joué par ces instruments. Vous pouvez vous mettre en pause pour faire ce travail. On vous demande bien une estimation. Alors, comment faire? Il faut repérer le motif et chercher sa durée. Donc voilà ici le motif qui se répète,
et voilà sur ce deuxième enregistrement le motif qui se répète. Alors on aurait pu les prendre ailleurs, hein, les motifs. On aurait pu prendre un motif qui va par exemple de ce point jusqu'à ce point. Et pour mesurer la période, c'est simple, on va mesurer la durée d'un motif. Encore une fois, quand on en a la possibilité, on ne va pas mesurer une période, mais on va en mesurer plusieurs. Ici par exemple, on peut mesurer 4 périodes. Donc ces 4 périodes représentent quelque chose comme 16 millisecondes. Donc la période, elle vaut à peu près 4 millisecondes, et la fréquence, l'inverse de la période, vaut à peu près 250 Hz. On va faire le même travail avec Audacity. Mais tout d'abord, lorsqu'on va faire l'analyse spectrale de ces sons complexes, on va s'apercevoir qu'on n'a plus une seule bande, mais on en a plusieurs. Et plus le son sera complexe, plus on aura de nombreuses bandes. La première de ces bandes, qui est notée F1, est appelée la fréquence fondamentale. C'est elle qui va définir la hauteur du son. Tout à l'heure, la hauteur du son s'était définie par la seule bande du spectre. Ici, la hauteur du son sera définie par la première. Les autres fréquences sont appelées les harmoniques. Et elles sont toutes des multiples de la fondamentale. Donc ici, c'est la fondamentale, F1. Ici, c'est l'harmonique F2. L'harmonique F2 a une fréquence qui est égale à 2 fois F1. Et puis l'harmonique de rang 3, F3, a une fréquence qui est égale à 3 fois F1. Et pour une harmonique de rang N, sa fréquence c'est N fois F1. On va essayer de retrouver ça avec Audacity. Donc ici on voit bien que c'est un son qui est complexe. Donc sa période elle se trouverait ici quelque part. Donc si on veut mesurer plusieurs périodes de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 périodes, 1, 2, 3, 4, 5, on obtient ici une sélection de 0,04 secondes. Donc ça veut dire qu'une période c'est 4 millisecondes. Et si la période c'est 4 millisecondes, la fréquence c'est à peu près 250 Hz, inverse de 4 millisecondes. Alors maintenant on va essayer de faire l'analyse spectrale, donc on va dézoomer tout ça. On fait une sélection sur ce signal, analyse, tracer le spectre, analyse, tracer le spectre, on obtient ici un spectre, alors avec ici la fondamentale, l'harmonique F2, F3, F4, F5, etc. Donc on a toute une série d'harmoniques, c'est un son qui est assez riche. Et si je me place sur l'harmonique de rang 1, qui se trouve ici, sur l'harmonique de rang 1, je trouve quelque chose comme 250 Hz, ce que j'avais... donc ici, on trouve quelque chose comme 250 Hz. Faut vraiment se mettre dessus, c'est très précis. Donc la fréquence que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est la hauteur de ce signal sonore. Il existe une propriété de ces ondes mécaniques progressives qui est extrêmement courante, qu'on appelle la diffraction. Pour obtenir ce phénomène de diffraction, il suffit que notre onde se propage et traverse un obstacle ou une fente dont la dimension est proche de sa longueur d'onde. À ce moment-là, cette fente ou cet obstacle se comporte comme une source ponctuelle pour cette onde. Donc ici on a un obstacle avec une fente, à la sortie de cette fente, on a des ondes circulaires qui apparaissent ici, donc la fente se comporte comme une source ponctuelle. De la même façon ici. Cette animation représente une cuve à ondes, on a ici des ondes qui sont rectilignes, qui se propagent de la gauche vers la droite et qui vont rencontrer une fente. Et cette fente se comporte comme une source ponctuelle. Donc voilà ce qu'on observe. Alors l'onde qui est diffractée ici a strictement la même longueur d'onde que l'onde avant la diffraction. Même vitesse de propagation, même fréquence. Si je modifie la taille de la fente, par exemple si on l'augmente, il n'y a plus une très belle adéquation entre la longueur d'onde et la dimension de la fente. Auquel cas le phénomène de diffraction se traduit par des zones qui sont bien identifiées et puis des zones qui ne sont pas bien identifiées. Des zones à fort contraste et des zones grisées. Si je mettais un écran
à cet endroit-là, je m'apercevrai que les zones à fort contraste, j'aurai des petites vaguelettes là qui arriveraient sur cet endroit-là. Par contre, sur les zones grisées, j'aurai rien. Alors, ici donc, j'aurai une grande tache centrale et des petites taches qui se répéteraient autour. Le phénomène de diffraction est un phénomène qui est extrêmement courant. Par exemple, ici, on a de la houle qui se propage à la surface de la mer, et ici, entre les deux îlots qui sont là, eh bien, l'espace qui est là se comporte comme une source ponctuelle pour la houle, et puis on voit bien ici cette houle qui progresse. Eh bien, il y a un paquet de bonbons à gagner, il y a un concours qui est ouvert. Vous allez rechercher sur Google Earth la plus belle observation de diffraction. Un petit exercice. On a une salle de concert de rock extrêmement bien sonorisée. Lorsque la porte est fermée, le groupe d'amis qui est à l'extérieur n'entend strictement rien. Lorsque la porte est ouverte, par contre, ils entendent. Comment est-ce que ça se fait alors que théoriquement ils sont en vis-à-vis du haut-parleur qui se trouve là, de la source sonore, mais que tout est parfaitement sonorisé, ils devraient rien entendre. Bon, comment se fait-il qu'ils entendent quelque chose? Est-ce qu'ils entendent aussi bien les sons aigus que les sons graves? Voilà la question qui est posée. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à tout ça. Eh bien, en réalité, ce qui est responsable du fait que ce groupe d'amis entend quelque chose, c'est le phénomène de diffraction. Ce phénomène de diffraction, la porte, ici l'ouverture de la porte, se comporte comme une source ponctuelle. Et c'est pour ça que le groupe d'amis entend ce signal sonore. Qu'est-ce qui se passe pour les sons graves? Eh bien, on a écrit tout à l'heure que C était égal à lambda sur la période, donc C était égal à lambda sur la fréquence, donc eh bien lambda est égal à C sur la fréquence. 340 mètres par seconde, 100 Hz, ça donne un lambda qui vaut 3,4 mètres. Pour les sons aigus, on obtient un lambda de 3,4 cm. Alors qu'est-ce qu'on entend le mieux? Les sons graves ou les sons aigus? Eh bien on entend mieux dans cette situation les sons graves. Ils sont favorisés. Pourquoi? Parce que leur longueur d'onde est du même ordre de grandeur que l'ouverture de la porte. 1 mètre, 3,4 mètres. Alors que pour les sons qui sont aigus, cette fois-ci on est sur des grandeurs qui sont très différentes. 3 cm pour 1 mètre. Donc ici ce sont les sons graves qui sont favorisés. Le son qui serait d'ailleurs le plus favorisé, ce serait un son à 340 Hz, puisqu'à ce moment-là, sa longueur d'onde serait égale à 1 mètre, c'est-à-dire strictement l'ouverture de la porte. Mais il n'y a pas que pour les ondes mécaniques qu'on a ces phénomènes de diffraction. On les observe aussi pour des ondes électromagnétiques, par exemple pour la lumière monochromatique, du laser. Lorsqu'on envoie un faisceau laser sur une feuille dans laquelle on a percé un petit trou avec une pointe d'aiguille, voilà ce qu'on obtient, une tache circulaire qui s'est étalée et des anneaux concentriques qui apparaissent. Et si on prend un fil vertical ou une fente verticale, on obtient sur l'écran ce qu'on appelle une figure de diffraction, une tache centrale qui est très large, suivie de taches plus petites à intervalles réguliers. Voilà ce qu'on appelle une figure de diffraction et qu'on va essayer d'exploiter. Alors modélisons cette figure de diffraction de la façon suivante. Ça c'est le laser, la lumière laser qui arrive ici, au niveau de cette fente qui a une dimension petit a. Et on a une tache centrale, ici, dont la longueur sur l'écran vaut 1,6 cm. L'écran étant lui-même placé à 1,60 m. Eh bien, on vous demande de montrer, dans un premier temps, que l'angle θ qui se trouve ici, qui est un angle petit, et qui est un angle qu'on va exprimer en radian, eh bien on demande de montrer que θ vaut L sur 2D. L sur 2D. Comment montrer ça? Ben, si vous prenez votre calculatrice, vous allez voir que pour les angles petits et exprimés en radian, il se passe quelque chose de très particulier. Si vous tapez la tangente de cet angle petit exprimé en radian, ou si vous tapez le sinus de cet angle petit exprimé en radian, vous retombez sur la valeur de l'angle. Donc il y a une approximation qui est facile à faire, on fait très souvent en physique. Alpha, tangente alpha, sinus alpha, c'est la même chose pour les angles petits et en radian. Alors maintenant que vous savez ça, essayez de montrer que θ est égal à
L sur 2D. Et pour ça, il faut faire un petit peu de trigonométrie. Vous pouvez vous mettre en pause pour traiter cet exercice. Voilà la solution. Il faut représenter ici un triangle rectangle, dont pour l'angle θ, le côté opposé est L sur 2, et le côté adjacent est grand D. Donc la tangente de θ, qui est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est L divisé par 2, que divise D, autrement dit L sur 2 fois D. Et comme θ est petit, alors c'est vrai qu'il est petit, parce que L ici c'est même pas 1 cm pour une distance grand D de 1m60, donc θ est petit, et si on exprime θ en radians, alors on pourra dire que θ est égal à tangente θ, et donc que θ est égal à grand L sur 2D. Alors on a fait une expérience de diffraction, et on a mesuré les valeurs de θ. Et on les a comparées aux valeurs de A, qui est la largeur de la fente, ou l'épaisseur du fil, s'il s'agit d'un fil, et on a aussi calculé 1 sur A. On vous demande de tracer les courbes θ en fonction de A, et θ en fonction de 1 sur A, et de montrer qu'une des courbes obtenues permet de trouver une relation simple de proportionnalité entre θ et 1 sur A. Le coefficient de proportionnalité K correspond à la longueur d'onde de la lumière monochromatique. Autrement dit, θ est égal à lambda sur A. Et on vous demande au final de déterminer la longueur d'onde lambda de la lumière qu'on a utilisée. Vous pouvez vous mettre en pause pour traiter cet exercice. Voilà ce que ça donne. Sur notre tableur, on a repris le tableau, on a tracé θ en fonction de A et θ en fonction de 1 sur A. Cette courbe est difficilement exploitable, par contre celle-ci présente des points qui semblent être quasiment alignés et passés par l'origine. On peut demander à notre ordinateur de tracer la courbe de tendance et de donner son équation. Eh bien, si θ est égal à lambda sur A, ça veut dire que θ est égal à 5,5 10 puissance moins 7 mètres. Autrement dit, que θ vaut 550 nanomètres. On peut aussi obtenir un phénomène de diffraction, non pas avec de la lumière monochromatique comme celle du laser, mais avec une lumière plurichromatique, une lumière blanche. On obtient à ce moment-là une figure de diffraction qui présente une irisation, où on voit des couleurs apparaître. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On a vu précédemment que θ dépend de lambda, A étant fixe. Donc ça veut dire que pour les différentes valeurs de lambda, pour les différentes couleurs, on aura des θ qui seront différents. Plus θ est petit, plus lambda est petit, plus θ est petit. Pour les petites valeurs de lambda, donc vers le 400 nanomètres, donc vers le bleu, on aura des θ qui seront petits. Par contre, pour le rouge, on aura des angles qui seront grands. Ce qui fait que le bleu est moins diffracté que le rouge. Voilà pourquoi on obtient ces taches colorées. Il existe une autre propriété de ces ondes qu'on appelle les interférences. Sur une cuve à ondes, on a deux sources ponctuelles, la source S1, la source S2, qui vibrent en face à la surface de cette source. Les zones claires et les zones foncées, donc les zones claires on appelle ça des crêtes, les zones foncées on appelle ça des creux, apparaissent et se propagent vers l'extérieur. Et puis on a aussi des lignes uniformément grises qui apparaissent. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc sur le point M de ce milieu, on a deux ondes qui interviennent, l'onde qui est produite par S1 et l'onde qui est produite par S2. Et ces ondes, elles vont se croiser en M. Eh bien, lorsqu'elles se croisent, ces deux ondes présentent un maximum, ici, ou un minimum, ici, leur effet est amplifié. On a ce qu'on appelle une interférence constructive. Inversement, quand ces deux ondes, lorsqu'elles se croisent, l'une présente un maximum et l'autre présente un minimum, à ce moment-là, leur effet est destructeur. On a ce qu'on appelle une interférence destructrice. Selon sa distance par rapport aux sources S1 et S2,
un point du milieu de propagation va pouvoir subir soit une interférence constructive, soit une interférence destructive. Par exemple, ici sur cette cuve à ondes, on s'aperçoit qu'on a deux points, le point M' et le point M. Le point M ici se trouve dans une zone qui est uniformément grisée. Il s'agit d'une interférence destructrice. Par contre, le point M', lui, subit une alternance de creux et de crêtes. Il est dans le cadre d'une interférence constructive. Tous les points qui vont se trouver sur cet axe-là, tous les points qui se trouvent sur cet axe subissent une interférence destructive, tous les points qui sont sur cet axe subissent une interférence constructive. Dans cette animation, on a deux sources, S1 et S2, et on a un point ici quelconque du milieu. Et on voit bien, que ce point qui est là reçoit les deux ondes sonores de S2 et de S1. S2 en vert, S1 en rouge, et en bleu on a la courbe qui correspond au cumul des deux perturbations du milieu. Lorsque je me trouve dans une zone où il y a beaucoup de contraste, par exemple ici, avec du contraste net entre les crêtes et les creux, je m'aperçois que j'ai ici effet cumulatif des ondes qui viennent de S1 et de S2, et j'ai une interférence qui est constructive. Lorsque je me mets dans une zone grisée, moins nette ici, je m'aperçois que au contraire là, j'ai un effet destructeur de ces perturbations, qui cumulé donne une perturbation qui est très faible, voire nulle, comme ici. Donc ça veut dire que tous les points qui sont sur cet axe-là, par exemple, subissent une interférence qui est constructive. Tous les points qui sont plutôt ici subissent une interférence qui est destructive. Ça se traduit par ce qu'on appelle des franges qui vont apparaître et qu'on va exploiter. L'existence de ces franges fait que lorsque cette onde va se propager et qu'elle va arriver sur un écran, par exemple ici le fond de la cuve, on va avoir des zones dans lesquelles on va avoir des interférences qui seront constructives et des zones dans lesquelles on aura des interférences qui seront destructives. Et donc on aura une succession de ces zones qui vont s'étaler. Et ça va ressembler ça à ce qu'on avait pour la diffraction, mais il y a une énorme différence entre les deux. C'est que pour la diffraction, la tâche centrale est très large, plus large que celles qui sont sur les côtés, alors qu'ici, toutes les tâches ont la même dimension. Ces tâches sont équidistantes, et la distance qui les sépare, on appelle ça une interfrange, puisque ça c'était des franges. Et cette interfrange nous permet d'avoir une information sur par exemple, la distance qui sépare les deux sources. Il y a une relation qui serait donnée dans l'énoncé, vous ne devez pas la connaître par cœur, qui nous donne la valeur de l'interfrange en fonction de la longueur d'onde de la lumière qui est utilisée, de la distance grand D entre la source et l'écran, et de l'espace petit a, la dimension petit a entre les deux sources. Et pour la lumière monochromatique, ça fonctionne aussi. Donc si on envoie un faisceau laser sur deux fentes, par exemple, ces deux fentes se comportent chacune comme une source ponctuelle, ça c'est le phénomène de diffraction qu'on a vu tout à l'heure, et lorsqu'on va placer un écran devant ce dispositif, on va obtenir des franges lumineuses. Ça marche aussi pour la lumière plurichromatique, donc la lumière blanche, et on obtient à nouveau une décomposition de la lumière, une irisation de la lumière. La différence avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que la tâche centrale ici est de la même dimension à peu près que les autres. Comment ça se fait? On a écrit tout à l'heure que l'interfrange dépendait de lambda. Donc plus lambda est grand, plus l'interfrange est grand. C'est-à-dire que pour les rouges par exemple, l'interfrange sera plus grand que pour les bleus. Donc pour les rouges, l'interfrange est plus grande que pour les bleus, ça veut dire que les rouges sont plus étalés que les bleus. Et au fur et à mesure, on va avoir un décalage qui va s'observer. Alors un petit mot sur ce qu'on appelle des filtres interférentiels. Certains filtres ne laissent passer qu'une seule couleur. C'est ce qu'on appelle des filtres interférentiels. On trouve ça dans différentes situations. Par exemple, au niveau des bulles de savon, on a deux surfaces réfléchissantes qui sont très proches, la face supérieure du film de savon et puis la face inférieure du film.
eh bien ces deux faces se comportent toutes les deux comme des sources de lumière au moment de la réfraction, et qui provoquent une interférence. Et on obtient donc cette irisation. On obtient aussi un phénomène assez identique sur les ailes de certains papillons qui ont des couleurs extrêmement intenses, ou sur les plumes de certains oiseaux. Et enfin, il existe des filtres monochromatiques, qui sont dits interférentiels, qui fonctionnent sur ce principe-là, qui sont extrêmement chers d'ailleurs, et qu'on reconnaît assez facilement parce que la couleur réfléchie et la couleur transmise sont différentes. Voilà, merci pour votre attention, à très bientôt.